Donc, nous étions tout de suite sur la République démocratique du Congo où on parlait de ces violations massives des droits de l'homme sous Tshisekedi. Selon un rapport des Nations Unies, le rapport a documenté pour le seul mois de mars au moins 681 violations des droits de l'homme, en augmentation de 6% par rapport à février où on a documenté au moins 642 violations des droits de l'homme. 681 violations, ça fait au moins 24 violations des droits de l'homme par jour, donc au moins une violation par heure. Bien entendu, je crois que les statistiques sont là, disent bien la complexité de la situation. Et tout à l'heure, je parlais de cette zone de turbulence là que j'identifie à une zone de rupture parce que les nouveaux éléments qui arrivent, les anciennes, mais vous savez, mon frère l'a dit, il y a un système qui était en place. Ce système là, quand même, va avoir la vie dure parce qu'il est tenu par des hommes. Et ceux qui en tirent profit ne voudraient pas que les choses se passent. Et puis ce qu'on oublie souvent, c'est que ces gens-là, que nous qualifions des éléments de désordre, des criminels, travaillent quand même avec des gens que nous ne voyons pas, mais qui sont aussi parmi dans la population. Généralement, il y a ça. C'est des gens qu'on ne voit pas, dont on n'entend pas parler, mais qui sont des gens, qui sont des civils, qui sont dans les villages, qui sont dans les hameaux, qui sont dans la population, mais qui travaillent aussi avec ces gens-là. Et je crois que j'ai eu à le dire une fois ici, le crime n'aime pas la caméra. C'est-à-dire que, oui, le crime n'aime pas non plus le témoin. Et puis, c'est pourquoi, généralement, il peut arriver aussi que ce soit des témoins gênants, des gens qu'on voudrait bien éliminer, dont on ne voudrait pas qu'ils deviennent et qui portent ce témoignage-là ailleurs pour identifier les tenants, les aboutissants de ce qui se passe d'atroce dans cette partie de la RDC. Et c'est vrai que si la statistique est telle qu'on peut parler d'une violation massive, qu'est-ce qui fait l'aspect massif? C'est justement parce qu'on peut dire qu'il y a 681 pour voilà, le seul mois de mars. Pour le seul mois de mars, c'est comme s'il y a une recrudescence. Et c'est vrai. Maintenant, quel est l'état de la situation aujourd'hui dans cette partie de la RDC? Tout simplement parce que c'est vrai que le nouveau président qui est arrivé voudrait avoir une main mise, voudrait imprimer sa marque dans cette partie de son territoire parce qu'il voudrait bien prendre le contrôle parce que c'est de cela qu'il est question. Il est venu, il a promis dans la campagne que il va venir faire la paix dans cette partie de la RDC parce que sans cette paix-là, le développement n'est pas possible. Et je crois que mon ami l'a dit tout à l'heure que la RDC est un territoire vaste. Maintenant, il faut avoir le contrôle de cette partie et encore dans un état qui connaît la déconfiture. Je crois que nous sommes dans une zone trouble, dans une zone de turbulence et on espère que ça va s'estomper de telle sorte que le nouveau président puisse avoir une main mise sur cette partie pour développer et pour aller avec son programme de développement. Mais actuellement, il faut parce que avec ce que nous constatons comme violation des droits de l'homme, il faut qu'il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition. Ce n'est pas seulement des moyens de pédagogie, mais il faut des moyens de coercition solides pour faire face à cette situation de déconfiture. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a au moins 41 militaires de l'armée congolaise et 6 policiers qui ont été condamnés pour des violations des droits de l'homme. Mais jusque-là, aucun membre de groupe armé contrôlé. Vous avez rappelé tout à l'heure l'étendue du territoire de la RDC. Je pense que ça fait 2,3 millions de kilomètres carrés. Mais quand on parle de 681 violations, ne l'oublions pas, ce n'est pas dans toute la RDC, c'est surtout dans la partie Est, dans le Kivu, dans l'Ituri et tout. Je me rappelle du temps de Mobutu. Voilà, c'est cela que il y avait des gens qui vivaient quand même en paix. On a l'impression que les autres n'arrivent plus à maîtriser l'intégrité territoriale. Voilà, tout d'abord, je voudrais rappeler à ceux qui nous suivent que c'est le rapport de l'ONU. Nous discutons sur le rapport de l'ONU. Ce n'est pas le rapport du gouvernement. Voilà, donc normalement, il faut les deux éléments de comparaison pour nous permettre de vraiment... Est-ce que, bon, il y a quand même le ministre de la Justice, le ministre congolais de la Justice, Célestin Tunda, qui a indiqué que il a consulté le rapport et il précise que les instances judiciaires s'en serviront pour rendre justice aux victimes. Donc, ils n'ont pas démenti. Non, oui, c'est-à-dire qu'il y a des zones, effectivement, c'est un aspect de la chose, il y a des zones dont vous venez de citer,
où vous avez la rébellion. C'est-à-dire quand on parle de la violation des droits de l'homme, est-ce que sous Tshisekedi, vous avez des arrestations massives comme on parlait sous les autres, tout ça là. Alors le président, lui, il est venu, il a pour mission de tout faire pour que cela chute. Si l'ONU présente une telle situation, face à un monsieur qui a fait la campagne, qui souhaite véritablement... Moi, je souhaite que l'ONU, nous venons de parler, l'ONU doit aller au-delà de ce qu'elle présente, hein, et d'aider donc le président, le gouvernement de Tshisekedi à pouvoir donc sécuriser le Congo démocratique pour faire face aux problèmes du développement. Parce que quand on a un tel rapport de façon publique comme ça, pour un jeune président, dont on sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Donc je venais un peu de vous rappeler qu'il est président. Je n'irai pas dire qu'il a pris le pouvoir, les pieds et les mains liés. Mais ça ressemble. Pour la même paix, pour pouvoir atteindre ses objectifs, il est obligé de composer avec l'ancien régime. Vous avez un président qui est parti, mais est-ce que vous avez vu en RDC, est-ce que quand on parle même des droits de l'homme, le nouveau gouvernement aurait bien voulu, par exemple, avoir un regard rétrospectif sur les violations antérieures. Mais ça n'a jamais été fait. Pourquoi? Est-ce que les violations dont on parle, si on veut vraiment parler des violations des droits de l'homme en RDC, est-ce que l'ancien régime n'aurait pas dû être interpellé? Mais pourquoi on l'appelle pas? C'est parce qu'au nom de cette paix, il a dû avaler des couleuvres. Et si les gens veulent l'aider, mais l'ONU, au-delà de faire le c'est de lui donner les moyens pour qu'il puisse aller de là, puisqu'il en a la volonté. Donc cet aspect de la chose, il faut, c'est pas sur toute l'étendue du territoire. Et je rappelle que sous les anciens présidents, il y a eu pire. Mais nous souhaitons véritablement que le travail qui a été commencé puisse s'accentuer et que les gens ne prennent pas des rapports pour davantage noyer un régime qui veut bien faire. Au-delà des rapports, c'est de tout faire pour aider la personne pour qu'elle puisse aller de l'avant, quoi. Bon, pensez que Tshisekedi ne reçoit pas les soutiens nécessaires pour la maîtrise de la situation? Alors, il faut quand même qu'on rappelle que la force onusienne qui est sur zone là, c'est la force la plus massive aujourd'hui en termes de déploiement d'une force de l'ONU dans le monde. Donc, je crois que l'ONU, maintenant, la question est de parler de l'efficacité de cette force-là qui est sur place. Mais on a l'impression que nous sommes là dans un folklore où les gens ne prennent pas à cœur la mission qui leur est assignée, où les gens, ils ont pris du pli. Certains parmi eux font même des affaires. Nous avons entendu parler quand même de tout ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans cette zone-là où nous parlons des matières premières, des affaires qui sont autour de vous, on est tenté. Vous savez, il est dit que c'est vrai, vous avez une bonne morale, mais la chair parfois est faible. Donc il y a tout cela qu'il faut tirer au clair. Et aujourd'hui, c'est de l'efficacité dont il faut parler lorsqu'on parle de cette force onusienne-là en RDC Congo. C'est une force massive, mais c'est une force qui n'a pas montré 20 000 hommes, mais une force qui n'a pas encore montré son efficacité. Et c'est une force qui bouffe une partie des budgets des États qui contribue à renflouer la caisse, mais une force qui apparemment n'est pas en mesure, ne prend pas la mesure de la situation. Mais il y a aussi la question quand même qu'il faut poser, c'est-à-dire que si la force là n'était pas là, que deviendra par exemple la RDC? Ça aussi, pour toute proportion gardée, on ne peut pas jeter l'enfant avec l'eau de bain qui est sale, mais il faut quand même voir que c'est peut-être parce qu'elle est là que l'État congolais existe encore. Nous rappelons entre-temps, le Tchad avait connu le même état de déliquescence et c'est progressivement que le Tchad est revenu, mais il a fallu un homme fort, un homme de guerre, Idriss Déby, qui a pu mettre tout le monde ensemble. Et cela ne se fait pas sans qu'on parle de violation des droits de l'homme. Je dis que le monde est comptable de ces violations-là, mais on ne fait pas d'omelette. Enfin, c'est pas ce que je conseille, mais on ne fait pas d'omelette, ça casser. On estime quand même que s'il y a ces violations-là, il ne faut pas que ce soit passé en pure perte, qu'on se dise que dans les mois qui suivent, cela produise quand même une situation de paix, des résultats positifs. Non, mais mon ami, les œufs qu'on aurait quand même aimé voir casser, c'est peut-être des groupes armés, des chefs de groupes armés qu'on dégomme par-ci, par-là, pas qu'on s'acharne sur des populations innocentes. Oui, mais c'est-à-dire que... Non, mais c'est vous qui dites que c'est des populations forcément innocentes. On n'a pas parlé des individualités. Mais vous savez, on a exécuté non, vous des savez, femmes la mort kilométrique. Non, la mort kilométrique, vous savez très bien, lorsqu'on parle de ces choses-là en RDC, on n'est jamais là pour vérifier les faits dans les détails, mais on connaît
pas non plus l'identité de ceux-là qui, c'est vrai qu'il faut que les droits de l'homme soient respectés, mais il faut que nous soyons très regardants par rapport à cette situation. Oui, mais je voulais dire tout simplement que Chris l'a bien dit, il a rappelé, je n'avais pas voulu. Vous avez une force plus de 20 000 hommes sous la supervision de l'ONU. Mais quand l'ONU produit un tel rapport, finalement, c'est quoi? Est-ce que l'ONU s'accuse elle-même ou elle dit que c'est le gouvernement? Vous avez un jeune président qui vient d'arriver, mais vous étiez là. Mais il y a ces exemples. Si une organisation... la présence de l'ONU n'annihile pas la présence... Non, oui, je sais. Si vous êtes une organisation, je dis, vous êtes une organisation des Nations Unies, vous avez tous les soutiens du monde entier pour maintenir la paix et que vous êtes sur le territoire, qu'il y a encore des violations, vous pondez un tel rapport. Moi, je me pose la question. Mais ce que je voudrais dire, en ce qui concerne la remarque faite par mon ami Chris tout à l'heure, non, la RDC, comme la plupart des pays africains, les Africains, par principe, sont des hommes de paix. Donc, si vous me dites, si l'ONU n'avait pas été là, qu'est-ce que la RDC serait devenue? Je me pose la question de savoir si l'Afrique ou la RDC a été toujours un pays en guerre. Il faut aussi, là aussi, chercher à savoir d'où vient, où la guerre en est partie d'où. Parce qu'on est surtout dans les zones les plus... C'est un autre débat. Donc, voilà, si vous êtes quelque part, de loin ou de près, responsable du désordre, il faut aider à mettre de l'ordre. Il ne faut pas dire que la RDC est responsable de ce qui lui arrive. On a 20 000 ans, mais l'ordre ne revient jamais. Parce qu'on le dit, c'est la troupe la plus importante, mais en même temps la plus longue durée. Et là, depuis 98, ça fait... Et vous vous rappelez très bien qu'entre-temps, Kabila, fils, demandait le départ, tout simplement. Mais je crois que il faisait pression pour que les taux se desserrent un peu, parce qu'il vivait une situation difficile, une situation politique assez difficile. Et je crois que c'est une façon de donner le change à cette force-là et qu'il estime qui est contre lui. Mais je crois qu'il n'est vraiment pas sérieux de dire aussi que c'est vrai que cette troupe-là de l'ONU est inefficace, mais il faut quand même l'enlever pour donner la responsabilité de la sécurité à ces régimes-là que nous connaissons. Par exemple, à Tshisekedi, je crois que c'est trop dit de demander aujourd'hui que, puisque cette force-là est inefficace, il faut que cette force-là parte et pour que tout le rôle de sécurité revienne au jeune président Tshisekedi pour faire face à cette situation. Non, on ne va pas le dire, mais il faut progressivement amener l'État congolais à s'assumer. L'ONU ne peut pas être présente là-bas jusqu'à la fin du temps. Il faut les aider à prendre les responsabilités. Ça, c'est vrai. La Guinée, c'est notre second sujet. Des manifestants ont bravé la fermeture des mosquées. Des fidèles musulmans ont rouvert les mosquées, bravant ainsi les mesures d'interdiction décrétées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Guinée. Des affrontements donc opposés ces derniers jours des manifestants, dont des musulmans et les forces de l'ordre. Les fidèles réclament la réouverture des lieux de culte. Mercredi, ils se sont déplacés nombreux pour ouvrir sans casse des mosquées pour pouvoir prier. Vous comprenez la situation de ces fidèles d'Allah? Vous savez là, le problème que fait face le monde entier et les États africains est un problème très délicat. Le problème de la pandémie actuelle qui risque même de faire chuter les régimes. Si vous êtes dans le contexte politique, vous êtes un dirigeant et vous ne savez pas vous prendre, vous risquez de partir. Et vous voyez déjà, lorsque la pandémie a gagné le continent, les chefs d'État, les gouvernements ont pris chacun ce qui le concerne, les dispositions. Et parmi les dispositions, il y a des dispositions qui sont communes pour certains États, notamment pour combattre donc la pandémie. Il fallait faire en sorte que les gens ne se regroupent pas. Et comment le faire, c'est de demander à ce que les rencontres culturelles, par exemple, soient estompées pendant les matchs de football, les théâtres et tout ça là, les écoles, tous les endroits où il y aura beaucoup de foule. Donc, il fallait aussi demander aux chrétiens de tous ordres, aux musulmans, aux bouddhistes, tout ça là, de s'y conformer pour espérer de bons résultats. Bon, il se fait que, vous savez, ces résultats-là, lorsqu'on n'innove pas, parfois au fil des temps, et surtout quand il s'agit de la religion, vous savez que la religion, c'est un domaine de la foi, où la raison, pratiquement, vient en dernière position. Et pour les États comme la Guinée, vous avez, je crois, plus de 80%
des musulmans, ils sont totalement majoritaires. Ils estiment que les dispositions qui ont été prises, c'est vrai au départ, ils ont souscrit, mais ils se rendent compte qu'il y a, en même temps qu'on ferme par exemple les mosquées, les églises, on a laissé par exemple ouvert les marchés. Et donc, c'est ce que disent les gens. Voilà, en laissant ouvrir les marchés et tous ils se retrouvent là-bas, mais c'est également une... Bon, est-ce qu'on demande en même temps au gouvernement de fermer en même temps les églises, les mosquées, tout le reste, et en même temps les marchés? Bon, c'est que si on ne veut pas que les gens aient de contact, il faut tout fermer. Oui, c'est ce qu'ils souhaitent. Alors que lorsque vous êtes dirigeant, vous, avant de prendre une décision, c'est que vous pesez, vous sous-pesez les choses avant de prendre les décisions. Alors, on s'est dit, les autorités se sont dit, mais tout au moins si vous freinez les rencontres culturelles, les matchs de football et tout ça là, ben, ça ne va pas trop tuer les gens. Si vous demandez aux uns aux autres de prier à la maison, on peut lutter contre la maladie. Mais par contre, si vous demandez aux gens de ne pas aller, par exemple, au marché, les gens vont mourir de faim. Donc, cette façon de faire aurait dû être comprise par tout le monde. Bon, maintenant, ils disent qu'ils ont besoin qu'on rouvre. Et le slogan, c'est que, finalement, ils souhaitent mourir en priant que de rester, de ne pas prier. Ils disent que finalement, même s'ils ne viennent pas à l'église, les gens se contaminent en étant au marché. Donc, du coup, face à cette thèse-là, ils mettent le gouvernement devant ses responsabilités. Ça veut dire que pour que ça marche, il faut que le gouvernement décide de fermer tous les lieux des grands rassemblements pour qu'ils puissent peut-être replier. Mais là aussi, est-ce que les États africains, s'ils décident de fermer les marchés, où on sait que la question économique est entrée dans ce problème de pandémie-là, est-ce que ça pourra marcher? Et je termine en disant que plus les gens vont avoir des difficultés, je ne parle même pas de l'expression, c'est-à-dire la liberté, dont on est obligé de perdre des parcelles de liberté. Si les gens vont être confinés, ils ne trouvent pas à manger, devant la fin, les gens vont sortir, ne vont plus les respecter. Et le gouvernement ne peut pas se permettre véritablement d'arriver là. Chris, il y a ce jeune qui a parlé sous couvert d'anonymat, qui dit que le gouvernement est incapable de nous protéger contre le virus. Donc, on s'en remet à Dieu seulement. C'est ce qu'évoquait un peu Germain Soussou tout à l'heure. Ce qui les pousse donc à sortir, c'est de dire on a besoin de s'en remettre à Dieu pour venir à bout de la situation. Ben, ce que j'appelle la tyrannie de l'émotion, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas rester à ne rien faire face à ces meneurs-là qui s'apparentent à des fous de Dieu, qui estiment que l'État et le Dieu doit remplacer l'État. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pareil nulle part. Je crois même que lorsque nous prenons par exemple le cas du Sénégal, où le président sénégalais a dit par exemple que les cultes reprennent dans les églises et dans les mosquées, et ce sont les imams, c'est une grande partie des imams et des chefs d'église eux-mêmes qui disent même que ils ne peuvent pas appliquer ce conseil-là parce qu'ils trouvent qu'il faut que les mesures de confinement, de fermeture se poursuivent encore. Et il est laissé à la discrétion justement de ces chefs d'église ou des imams là d'appliquer ce que le président a dit. Mais eux-mêmes, ils ont estimé que le moment n'est pas encore arrivé. Je crois que dans ces situations de désordre, j'ai envie de dire que si ces gens-là font cette manifestation, est-ce que c'est pas pour embêter tout simplement ce président-là qui a déjà du mal à finir son mandat ou peut-être à avoir un troisième mandat? Et ils ont tenté des manifestations dans les rues et ça n'a pas semblé marcher. Maintenant, on tente autre chose pour continuer de l'agacer. Mais sinon, comment peut-on dire que, mais comme les marchés sont ouverts, il vaudrait mieux que les mosquées, les églises aussi restent ouvertes. Je voudrais rappeler ici que lorsque les marchés, on décide que les marchés ne se ferment pas, on est là face au moindre mal. C'est-à-dire qu'on prend des mesures pour réduire l'élan de la progression de la pandémie. C'est-à-dire qu'à défaut de cantonner... Pardon ? Ce qui peut se faire aussi dans les marchés. Parce que quand vous allez dans nos marchés, à peine les gens portent les masques, à peine on a des dispositifs de lavage de mains à l'entrée. Donc, c'est vrai, on va le dire, pour que les gens continuent par survivre, on laisse les marchés ouverts, mais on se contamine. Oui, ce que je voudrais dire là, c'est que c'est vrai, ce que vous évoquez là, comme argument, c'est pertinent, mais je crois qu'une chose est d'éditer les mesures, une autre est de veiller
de telle sorte que ces mesures-là soient respectées. Je crois que lorsqu'on dit, par exemple, que les marchés restent ouverts, je crois que mon frère Soso l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'on ne peut pas faire autre chose. C'est que nos économies qui sont fondées sur l'informel, ce n'est pas une économie comme celle, par exemple, de la France ou des pays développés, où il faut aller faire ses courses dans les magasins, ou bien on vous permet d'aller acheter dans le magasin, vous formez une queue, vous respectez la distanciation, et ils ont les moyens pour déployer les forces pour contrôler ces mesures-là qui sont éditées. Mais ici, chez nous, ce n'est pas possible. Je crois que nous en reparlerons tout à l'heure lorsque nous viendrons à parler du cas du Togo, parce qu'une chose est d'éditer les mesures, mais il faut aussi faire que ces mesures-là soient respectées. Et je voudrais dire, pour finir, qu'en Guinée, il vaudrait mieux que force reste à la loi face à ces meneurs-là qui disent qu'il vaudrait mieux aller mourir dans les mosquées que de mourir confinés chez eux, etc. Je crois que rien ne vaut la vie quand bien même on dit que la vie ne vaut rien. Il faut que le lendemain arrive pour que nous puissions disposer de ce que nous pouvons faire, pour notre avenir, que de vouloir aujourd'hui tout remettre entre les mains de Dieu. Je crois que Dieu a été toujours là. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre Dieu, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut dire que Dieu peut être le rempart contre la pandémie qu'on est en train, puisque Dieu est là avant que la pandémie arrive, et Dieu s'est disposé de ces choses-là. Il ne demande pas forcément les avis des hommes. Il ne faut pas que l'homme soit aujourd'hui le censeur face à l'immensité du pouvoir de Dieu et dire que c'est nous qui décidons ceci. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Il veut exprimer sa foi en Dieu. Bien entendu, mais lorsque tu exprimes ta foi en Dieu, Dieu lui voit dans ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait ce dont il a besoin pour que ta vie se poursuive. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je voudrais que les gens, celui qui fait confiance à Dieu, se laisse entre les mains de Dieu et dise ce que Dieu peut faire pour lui. Mais lorsqu'il prend des décisions comme ça, alors que l'État est une émanation aussi de Dieu, puisque Dieu n'a jamais édité Dieu n'a pas un gouvernement sur terre. Et je crois que le gouvernement dont peut-être Dieu dispose sur terre, c'est le gouvernement que nous avons. Parce que c'est la seule forme de gouvernement dont nous disposons aujourd'hui. Il n'est vu nulle part un gouvernement qui soit celui de Dieu. Donc nous devons nous contenter de celui-là que nous avons et de respecter les mesures qu'il prend. Oui, mais je voulais dire, oui, force reste à la loi, je suis d'accord, mais vous savez, dans le cadre du Covid, personnellement, je crois que je l'ai dit à maintes fois ici. Moi, je souhaite que la brutalité soit le dernier recours. Ça veut dire, il faut amener les gens à comprendre face à ce problème. Il faut que même les gens soient les alliés des autorités. Et ce qui se passe en Guinée, je crois que le gouvernement guinéen a même des éléments pour faire calmer les choses. Nous venons donc de donner, par exemple, d'abord l'exemple du Sénégal. Il suffit, le Sénégal aussi est un pays musulman. Il suffit seulement de faire expliquer et même d'utiliser même les imams en Guinée pour aider le gouvernement à faire comprendre les choses. Vous savez, même au-delà, même à la Mecque qui est le symbole même de l'islam. La Mecque est fermée. Vous savez, voilà, donc il y a des éléments pour convaincre ceux qui se disent non, ils veulent mourir dans les choses là. Je ne pense pas, très modestement, qu'ils sont beaucoup plus croyants que les gens qui sont à la Mecque. Et même les églises ont compris. Le Vatican a pris les dispositions. Donc la place Saint-Pierre est fermée. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va, avec ces éléments, on va les expliquer, les gens vont comprendre. Mais moi, ici, est-ce que vous pensez quand même qu'on est dans une manifestation spontanée, ou bien c'est les imams qui sont aussi peut-être un peu derrière, qui poussent ces jeunes? Oui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que ça ne va pas prospérer parce que... une manifestation politique. Oui, ça ne va pas prospérer parce que la manifestation est plutôt religieuse. Et quand elle est religieuse, il y a des exemples de haut niveau pour leur montrer que ce qu'ils font là, ce n'est pas normal. À partir de cet instant, si les gens ne veulent pas comprendre, on sait qu'il y a d'autres intérêts. Mais moi, la manifestation, si la manifestation c'était de dire, bon, nous sommes confinés, les examens, l'année est en train de faire, comment on fait? Et si les parents sortent pour dire, bon, faites tout pour qu'il y ait des examens, on sait que l'État va comprendre que vous êtes dans la positivité. Mais vous dites, vous voulez, on n'a qu'à vous envoyer dans les mosquées pour que vous puissiez mourir. Vous mourrez, vos enfants vont devenir quoi? Mais ce que moi je voudrais dire, l'inquiétude de presque tous les pays africains. Vous savez que bientôt, quand vous prenez le cas de l'Hexagone en France, les choses sont en train d'être confinées. Et je crois avoir... Déconfinées. Déconfinées, excusez-moi. Et j'ai cru avoir entendu qu'il y a des compagnies qui bientôt vont reprendre... Oui, les liaisons. Les liaisons vers l'Afrique. Si pendant qu'on va demander aux Africains
de rester, pour certains pays, confinés, d'autres les couvre-feux et tout ça là. On leur demande de ne pas aller, par exemple, dans les églises et tout ça là. Est-ce que les mêmes États vont accepter qu'on prenne des gens dans les États où il y a beaucoup plus de la pandémie pour ramener vers l'Afrique? Est-ce que vous suivez? À cet instant, si vous demandez à votre population de faire le sacrifice, mais qui voit des bateaux entiers, des avions entiers qui viennent avec des gens où on dit que la pandémie a tué des milliers, ben les gens vont commencer par se poser des questions. Donc les États africains sont aujourd'hui entre un dilemme. Cette question de manifestation religieuse va se calmer, mais il y a un autre problème qui est en train de venir là. Voilà. On ne se rassemble pas. En tout cas, c'est ce qui est préconisé dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Alors, si on ne se rassemble pas, c'est qu'on ne se rassemble pas. Donc, on confine totalement. Si on ne peut pas confiner, on ouvre, mais on laisse les gens, on compte sur la sensibilisation pour que les gens respectent les mesures. Oui, mais c'est vrai, c'est que c'est un dilemme. Je crois que ça tient aussi d'un paradoxe, mais c'est compréhensible. Je le disais tout à l'heure que c'est le marché, le rassemblement dans le marché, on estime que c'est le moins de mal. Parce que si jamais on fermait, parce que l'économie des pays africains est fondée sur l'informel. Ouais. C'est pour cela qu'il n'y a pas de magasin où tu vas aller acheter, par exemple, les légumes à Deme ou Gombo, tout ça, par exemple. Ça ne se vend pas dans les magasins. Et puis, c'est le quotidien, les gens vivent au quotidien, au jour le jour, et ceux qui trouvent leur pitance en sortant le jour-là, je crois que ce sera difficile, et c'est pour cela que j'estime que l'ouverture des marchés, on estime que c'est le moins de mal, on réduit ailleurs, quoi qu'à laisser quand même les marchés, s'il n'y a que là que le coronavirus peut se propager, au moins on aura limité les dégâts ailleurs. C'est ce que je crois. C'est la grande pause maintenant, nous revenons dans une dizaine de minutes.